Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de débat sur tous les enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, le service public de demain. Mathieu Noët, cofondateur et CEO de Menti, sera notre invité. Il nous expliquera comment, grâce à la data, il est possible d'assurer le fonctionnement des institutions publiques et surtout d'assurer leur modernisation. Notre talk du jour sera dédié à un succès à la française, celui de l'animation. Le lapin curieux Molang ou encore les zinzins de l'espace, les dessins animés d'animation sont le premier genre audiovisuel à l'export. Nous demanderons tout à l'heure à nos invités quelles sont les clés de cette réussite. Également dans cette émission, les brevets des fabricants de vaccins dans le collimateur. Les pays en manque de vaccins pourraient-ils à l'avenir contourner les brevets des laboratoires pharmaceutiques pour les produire eux-mêmes? Quels outils juridiques sont envisagés? Réponse avec un avocat spécialiste des questions de propriété intellectuelle. Enfin, Cécilia Sévry nous rejoindra en plateau pour nous présenter une technologie au service de l'inclusion sociale. Et si on pouvait traduire en temps réel le langage des signes? Mais d'abord, comme tous les jours, c'est l'heure de l'invité. Comment bâtir le service public de demain? Mathieu Noët s'y attelle, cofondateur et CEO de Menti, une jeune start-up française qui aide les administrations à piloter leur politique publique grâce à la data. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi avoir eu envie d'aider ces administrations publiques et ces collectivités? Merci de me recevoir. Effectivement, moi avant j'avais passé un petit peu de temps aux États-Unis, je faisais complètement autre chose et en fait j'avais croisé les fondateurs d'une entreprise qui s'appelle OpenGov et qui fait de l'analyse financière notamment pour les gouvernements locaux américains. Et ça m'avait beaucoup plu en fait leur mission, cette idée de se dire qu'on a des organisations qui sont extrêmement influentes sur la vie quotidienne des citoyens, qui ont énormément de moyens, on le voit aujourd'hui avec les sommes qui peuvent être débloquées très très rapidement, mais qui n'ont pas toujours les moyens d'évaluer leur action, de mettre en place des outils de suivi et qui du coup potentiellement n'ont pas le maximum d'impact sur la vie des citoyens qu'elles sont censées servir. Donc aux États-Unis, ils étaient un peu en avance là-dessus, sur ces questions? Ils étaient effectivement, alors c'était plutôt des questions financières étant donné qu'ils ont une organisation assez de différente gestion de budget. Voilà, gestion de budget, gestion des stocks, des flux, de l'analyse financière qu'ils pouvaient faire pour les pompiers, la police, etc. Et donc, en fait, pendant la fin de mes études, je me suis renseigné sur ce qu'on faisait en France, ce qu'on faisait en Europe, quels étaient les types d'outils qui étaient utilisés par les administrations publiques, les collectivités locales. Et en fait, effectivement, on a constaté avec mes deux cofondateurs qu'il y avait une espèce de manque, c'est-à-dire qu'on a des logiciels. La digitalisation, c'est plutôt très bien faite, c'est-à-dire que maintenant, tout est digital, tout est sur ordinateur, il n'y a plus beaucoup de papier. Les administrations publiques et collectivités ne sont pas en retard là-dessus, sur la digitalisation? Non, au contraire. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été bien digéré. Voilà. Enfin, là même, on l'a vu pendant le confinement. Il y a eu le passage au télétravail, s'est fait sans trop de difficultés. Maintenant, on a des logiciels métiers qui ont été conçus il y a longtemps, qui ont une architecture qui est en général on-premise, donc pas dans le cloud, et qui n'ont pas été conçus pour analyser les données, en fait, qui ont été conçus à une époque où il y avait assez peu de données qui étaient générées. Et du coup, on a effectivement des administrations publiques, des collectivités locales qui n'ont pas les moyens d'analyser leurs données. Elles rentrent une donnée dans le logiciel, et ensuite la donnée reste dans ce logiciel-là. Et derrière, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas prendre des décisions dessus, on ne peut pas regarder l'impact des mesures qui ont été prises. À quelle masse de données font face ces administrations publiques aujourd'hui? C'est certainement moins massif que dans d'autres domaines qu'on peut voir dans le privé, mais on a quand même beaucoup. Enfin, à partir du moment où chaque fois qu'une action est conduite, chaque fois que quelqu'un passe à la mairie, en général, il y a quelque chose qui est apparu, chaque facture qui est envoyée, chaque repas qui est créé, chaque commande qui est passée, il y a quand même toutes les informations qui sont maintenant numérisées, qui font que... Et une mairie gère énormément de métiers différents. Une administration publique, par essence, ça gère quasiment l'ensemble des métiers d'une société. Donc ça fait des choses qui sont très variées et qui doivent être mises en forme, qui doivent être analysées et qui doivent être simplifiées pour que les décideurs publics puissent s'en servir. Et donc chez Menti, à quelle technologie faites-vous appel, justement, pour les aider à traiter cette donnée? Oui. Alors, nous, donc, on veut vraiment aider l'État et les collectivités à être le plus efficace et le plus transparent possible. Donc, en fait, on va venir se connecter à leurs sources de données. Donc, ça peut être des logiciels, ça peut être des bases de données qui sont créées, ça peut être de l'open data. On va venir centraliser l'information au sein d'un entrepôt de données unique et ensuite leur donner accès à des tableaux de bord, des analyses graphiques, des prédictions. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? La modernisation de nos services publics, c'est vraiment ça?
C'est ça, le but c'est vraiment que l'État et les collectivités puissent être le plus efficaces possible. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de transformer la manière dont ils fonctionnent en utilisant les données. On a quand même, encore une fois, il y a des moyens qui sont énormes qu'ils ont déployés. Donc même une amélioration, on va dire, de 1%, 2%, ça a un impact massif et c'est des sous qui peuvent être réinvestis dans la qualité du service public ou dans la construction de nouveaux services publics. On en parlait un petit peu. Sur quels aspects intervenez-vous principalement? La gestion des dépenses, par exemple, j'imagine qu'il y a plusieurs secteurs en jeu. Oui, alors effectivement, c'est assez varié. Un exemple très concret, par exemple, on a travaillé avec une ville de la région parisienne sur tout ce qui est effectivement les questions de tarification. Donc vous avez une grille tarifaire pour les activités municipales. Alors ça peut aller de la crèche, les centres de loisirs, la cantine, etc. Et en fait, grâce à notre technologie, ils avaient pu constater que leur grille tarifaire était plus vraiment adaptée à leur population. C'est-à-dire que ça faisait 20, 25 ans qu'ils ne l'avaient pas revue. Donc tout le monde se retrouvait dans les tranches extrêmes et personne au milieu. À partir de la plateforme, on a pu construire une nouvelle grille tarifaire qui leur donnait des informations sur l'impact sur leurs dépenses, leurs recettes, éventuellement la fréquentation. Et une fois qu'ils ont voté la nouvelle grille tarifaire, ils ont pu suivre du coup effectivement l'impact réel. Est-ce qu'ils arrivaient à toucher des publics qui ne touchaient pas avant? Qui fréquentaient les activités municipales? Est-ce qu'ils avaient résolu ce problème de déséquilibre? Et est-ce que finalement le budget restait à l'équilibre? Donc ça, c'est voilà, très concrètement, vous allez à la crèche, vous inscrivez votre enfant à la crèche, la grille tarifaire a été, on va dire, optimisée ou en tout cas a été mise en place grâce à des données fiables et à jour. Avec combien de collectivités travaillez-vous actuellement? Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de 80 clients en France, donc ça va de villes de moins de 10 000 habitants, on va dire de petites villes, jusqu'à des grosses métropoles, comme par exemple la métropole de Clermont-Ferrand. Vous avez réalisé une levée de fonds, ce sera ma dernière question. En 2020, quels sont vos futurs axes de développement alors chez Menti? Voilà, alors effectivement, on a réalisé début 2020 une levée de fonds avec la Banque des Territoires et avec Céléo. L'objectif de cette levée de fonds, il était double. Premièrement, déployer la plateforme dans le plus de collectivités locales, donc vraiment une expansion commerciale pour aider le plus de collectivités possible. Et deuxièmement, d'étendre notre offre produit, toujours pareil, dans cette idée d'aider l'État et les collectivités à être le plus efficace possible. Donc on a développé un module de construction budgétaire pour les aider à vraiment construire leur budget et allouer leurs ressources de manière la plus efficace possible. Et ce module, du coup, est sorti là très récemment, début janvier, qu'on a commencé à proposer à nos clients. Merci beaucoup Mathieu Noët d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes donc cofondateur et CEO de Menti. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk du jour. Focus aujourd'hui sur un savoir-faire à la française, l'animation. Focus aujourd'hui dans notre talk sur un succès à la française, celui de l'animation. Premier au box-office, recrutement à l'appel, école renommée. Avec les États-Unis, le pays fait même figure de leader mondial dans le domaine. Comment expliquer ce succès de l'animation Made in France? Nous allons poser la question à nos invités. Roch Lehner, fondateur du studio 1000 Images, créateur du personnage maintenant incontournable du lapin curieux et rêveur Molang est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smartech. Dorothée Lonchier, la directrice des opérations chez Xilam Studio, est également avec nous. Bonjour, bienvenue. Et enfin, Patricia de Wild, directrice marketing et nouveau business de chez Team2, participe également à ce débat en visioconférence. Bienvenue Patricia et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'animation, c'est le genre de programme que nous vendons le plus à l'international. 40% des ventes françaises sont des dessins animés. Comment s'explique, selon vous, ce succès tricolore, Roch Lehner? Eh bien, l'animation s'adresse principalement aux enfants. Et donc, les enfants ont moins de différences culturelles que leurs parents. Et donc, nos programmes, qui sont des programmes français avec la culture française, on dépend du ministère de la Culture, et c'est bien une raison, eh bien, cette culture, elle se diffuse partout avec une grande facilité, parce que les enfants ont cette base commune qui est moins différenciée que leurs parents. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi une raison technique, c'est qu'il n'y a pas de problème de langue, puisque parfois, d'ailleurs, il n'y a pas de langue du tout, comme dans vos langues, c'est un langage particulier. Mais donc, même le dessin animé peut s'exporter facilement. Oui, mais même quand il y a une langue, on fait des doublages extrêmement facilement, sans identifier le lip-sync, on appelle ça. Et donc, les programmes sont naturels dans leur propre pays, là où ils sont diffusés.
Dorothée Lanchier, quel est le petit plus quand même qui explique ce succès français par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres pays? Il y a un vrai savoir-faire français grâce à nos écoles françaises d'animation. On va y revenir, hein, bien sûr, à la formation et à Voilà. cette filière d'excellence qui fait que les studios fonctionnent en effet aujourd'hui. Fonctionne bien. On a un vrai vivier de talent, une créativité très forte. On a aussi un soutien, je dirais, de l'État avec le CNC qui finance nos productions, les régions. Je crois qu'on est vraiment dans un bassin d'emploi important, une créativité très forte. Patricia de Wild, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Dorothée Lanchier, vous êtes d'accord, vous avez un vrai soutien des pouvoirs publics ou des institutions comme le CNC? Ça aussi, c'est important pour soutenir une filière. C'est extrêmement important et c'est effectivement vrai que si on n'avait pas ce soutien, ça serait très difficile pour nous d'être en compétition parce qu'en fait on est dans une compétition mondiale et donc en termes de fabrication on aurait des difficultés à faire voyager nos produits parce que avec la qualité vient aussi des salaires assez élevés. Mais je voulais ajouter une chose à ce que disait tout à l'heure Roch. Je dirais aussi que l'animation française a autant de succès parce que ça fait 40 ans, 30 ans que nous sommes obligés de nous financer au-delà donc des aides de l'État et des diffuseurs français sur le marché international. Et ça, je pense que ça nous a énormément appris et obligés à monter le niveau de la production et toute la chaîne de production française, ce qui n'a pas forcément été le cas peut-être dans certains autres domaines de la production française, qui a été mieux financée historiquement que ne l'a été l'animation. Qu'est-ce que ça vous a appris? Vous dites que ça vous a appris des choses, Patricia de Wild. Ça nous a appris en fait à parler à un public mondial, comme le disait Roch. Bon, il y a effectivement l'avantage de ne pas avoir à avoir des acteurs qui parlent dans d'autres langues, mais surtout c'est sur la façon de raconter des histoires, sur la façon de structurer les histoires, de les raconter, et puis aussi tout simplement de les commercialiser. Les coproductions, je pense que Roch peut aussi beaucoup en parler, mais toutes ces choses-là nous ont vraiment appris à fonctionner d'une manière internationale et surtout à nous adapter à un public global. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Raconter des histoires, Roch Lehner, est-ce que le petit plus aussi, la French Touch, ce serait aussi peut-être la diversité des scénarios, des dessins aussi? L'originalité des scénarios à la française. Je pense qu'il y a une grande créativité d'une façon générale parce que justement ce métier existe déjà depuis 30-40 ans et qu'il y a des vocations qui se sont créées et puis il y a un fond de culture qui émerge. Après ça, je pense qu'il y a deux façons de faire. Lorsqu'on est d'un pays, d'une culture comme la France, on peut faire des choses franco-françaises ou on peut faire des choses qui sont tournées vers toujours la culture française, mais avec ce fond commun que l'on peut avoir dans l'humanité. Ça, on y pense dès le début. Et c'est cet angle-là qu'on travaille en tant que société, comme Zilam, comme Tinto, comme Billimage. Je pense qu'on travaille sur ce segment-là, c'est-à-dire de telle façon à ce que nos programmes soient effectivement intéressants, attractifs pour le reste du monde, pas seulement pour les Français. On y pense à quel moment, ça? Au moment de créer son personnage? On y pense à la conception. Il y a deux éléments, hein, en gros, dans un dessin animé. Il y a le design. Et le design, c'est un langage particulier parce que c'est un langage symbolique. Vous nous avez amené votre petit Quand on le lapin regarde, curieux. il veut dire quelque chose, hein, le mot langue. C'est un langage symbolique qui parle au cerveau. Et puis, il y a l'histoire. L'histoire, c'est le scénario. C'est le concept, c'est le scénario. Et ce sont les deux éléments qui sont les deux composantes principales d'un dessin animé. Dorothée Lanchier, de quelle manière a évolué l'animation ces dernières années? Est-ce qu'elle a évolué plus rapidement, peut-être ces 5-10 dernières années, avec l'évolution des techniques et des technologies, que depuis 30 ans? Expliquez-nous. Oui, elle a évolué depuis, on va dire, les 10 dernières années assez fortement, entre autres aussi avec les nouvelles technologies, passage au digital, des logiciels d'animation en 2D. Il y a aussi une forte accélération sur la 3D. Les plateformes nous demandent de plus en plus de programmes en 3D. Donc ça évolue très très rapidement en ce sens.
Patricia De Wilde, je voudrais vous faire réagir à ce que dit Dorothée Lanchier. Quels sont les gros, en effet, bouleversements de ces dernières années dans l'animation française au niveau technologique ? C'est-à-dire que l'animation, comme ce dont parlait ma collègue, la 3D s'est énormément développée, affinée, s'est améliorée. Enfin, on peut faire des choses absolument incroyables maintenant en 3D. Donc ça nous aide beaucoup parce que aussi, ça nous aide à être plus compétitifs et à pouvoir mieux produire. Et en particulier, en tout cas chez Timto, où nous, on est un studio où nous faisons que de la 3D, nous avons une très grosse équipe de R&D d'environ 18 personnes qui s'occupe d'améliorer chaque jour les logiciels que nous utilisons pour produire, qui sont des logiciels qui ne nous appartiennent pas à l'origine et que nous avons améliorés. Et maintenant, nous commençons à avoir notre propre logiciel pour justement rester dans la course et que nous allons même peut-être en commercialiser certains. Donc ça, c'est la clé pour rester dans la course, c'est d'être toujours en haut de la vague technologique. C'est ça, et peut-être avec des... Oui, bien sûr, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Vous nous avez amené des croquis sur l'évolution, il y a 25 ans, l'animation s'était fait comme ça. Le dessin était fait sur un papier, puis recopié à la plume sur un acétate, peint au pinceau, séché, et après ça passait sous la caméra. Et avec plusieurs couches d'acétate, et ça faisait un dessin animé. Donc, c'était terrifiant, quoi. C'était des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui faisaient de telle façon à ce qu'il était impossible d'avoir une industrie française. Et donc, toute cette révolution technologique, tout ce qu'a amené les ordinateurs... Ça a aussi permis de réduire la main-d'œuvre et donc d'avoir une vraie filière. Ouais, et ça a permis de vraiment créer une filière française. Et ça aussi, c'est aussi à la base du rapatriement de cette industrie, même si elle n'est pas très importante quantitativement, du rapatriement de cette industrie en France. Patricia De Wilde parlait de recherche et développement. En effet, chez Millimage, on est sur quel type de budget en R&D ? Voilà, année après année, est-ce que ça augmente ? Ça se chiffre par million d'euros chaque année, en tout cas. Mais après ça, je n'ai pas le calcul exact sur les 5 dernières années. Comment, avec des budgets moins importants, j'imagine qu'aux États-Unis, on arrive quand même à égaler ces techniques-là, ces nouvelles techniques de pointe, de 3D, etc., Dorothée Lanchier? On a des équipes performantes en R&D, on a des écoles aussi de développeurs dans lesquelles nous recrutons. Chez Xilam, par exemple, nous avons aussi, comme Timto, bâti un service R&D. Donc ça aide évidemment à la productivité, à venir rajouter des passerelles sur des logiciels pour être plus performants et que les infographistes se concentrent vraiment sur l'image, sur la création, la créativité. Oui, parce que quand on voit le budget d'un film hollywoodien et qu'on voit qu'en effet la France est presque leader aux côtés des États-Unis sur ces sujets d'animation, on peut se demander comment, avec un décalage de budget, on arrive à être aussi fort. En budget de série, on a quand même des budgets plutôt corrects. Oui. Comparé aux États-Unis, Roch Lenor, vous savez ? On parle souvent des budgets en matière de long métrage. Et alors là, le budget, c'est un peu n'importe quoi. Parce que si on met les frais d'édition, c'est-à-dire les frais de marketing à l'intérieur des budgets de fabrication, ça fait des budgets absolument incroyables. Donc, qui dépassent l'entendement. Maintenant, c'est vrai que les budgets américains sont plus élevés que les budgets français. Mais il faut dire que l'industrie aux États-Unis est constituée de façon différente. Et en France, il y a des sociétés indépendantes. Timto indépendant, Xilam indépendant, Millimage indépendant. Alors que Warner... c'est Warner, Disney, c'est Disney, Nickelodeon, c'est Viacom, etc. Donc ce sont des entreprises qui sont vraiment d'une autre dimension, et qui travaillent de façon différente. Ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que la technologie a changé beaucoup, et on fait beaucoup d'efforts de recherche et développement dans cette direction, mais il y a les usages qui ont changé. Et ça, c'est un phénomène très, très important, parce que expliquez-nous de quelle manière ils ont évolué. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, et même il y a 5 ans, il y avait la télévision, et puis la télévision. Et puis après, maintenant, il y a le non-linéaire, donc il y a tout ce qui est VOD. Il y a les tablettes,
il y a les téléphones. L'écran principal, c'est presque le téléphone. Et il y a d'autres usages. Par exemple, il y a des plateformes. Les réseaux sociaux sont des écrans, sont des chaînes, sont des instruments de diffusion du contenu. Il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Jiffy, qui alimente en émoticône, mais c'est de l'image animée quand même, les réseaux sociaux du type Facebook, Instagram. Molang en est à 12 milliards d'utilisation. C'est exceptionnel. Donc c'est complètement dingue. C'est 60 millions de personnes qui utilisent ça chaque jour. Donc c'est différent du dessin animé traditionnel, mais c'est quand même lié à notre industrie du dessin animé et c'est lié à l'existence et à la promotion de nos propriétés intellectuelles. Patricia de Wild, je voudrais vous entendre là-dessus. Dans les écoles de formation à l'animation française, les jeunes on leur apprend ça justement, que ces nouvelles plateformes, voilà, peut-être qu'aujourd'hui il faut créer un dessin animé pour un smartphone, pour une tablette, c'est peut-être un peu différent. Alors, je ne veux pas parler pour les écoles parce que moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas à l'école, mais je ne suis pas sûre que ce genre d'usage est appris dans les écoles aujourd'hui. Je pense que l'enseignement, globalement, est assez généraliste et je ne suis pas sûre que déjà aujourd'hui, on va dans ce genre de direction. Mais je peux me tromper, hein. Je ne veux pas... voilà. Mais ça ne me semble pas évident. On va rester sur le sujet des écoles quand même, parce que vous le disiez tout à l'heure, Dorothée Lanchier, c'est ce qui fait aussi le succès des studios. C'est des écoles françaises renommées. La bonne formation, c'est la clé, ça vous en êtes persuadé? Oui, c'est la clé. On fait tout un travail chez Xilam en partenariat avec plusieurs écoles, comme l'école des Gobelins, l'école Émile Cole, l'école de l'Atelier. Dès le recrutement, donc soit en jury, on va au jury d'école pour choisir aussi des talents. On fait tout un travail d'accompagnement, de tutorat aussi auprès des étudiants afin qu'ils puissent, à l'issue de leur formation, intégrer notre industrie. Oui, c'est ça, ça permet de les rencontrer directement et d'avoir un vivier de futurs employés. Vous êtes d'accord avec ça, Roch Lehner? Absolument, mais après ça, il y a aussi... il y a 20 ans, c'était pas un sujet de devenir animateur. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu extrêmement attractif pour les jeunes. Oui. Et donc, Pourquoi? Parce que la filière fonctionne, parce qu'elle a un écho à l'international. C'est ce qui fait aussi que ça donne envie. Oui, certainement, mais aussi parce que on est dans une culture de l'image. On utilise des images, on consomme des images. Regardez votre consommation sur le smartphone chaque semaine. Vous regardez le nombre d'heures de consommation quotidienne, c'est quand même assez impressionnant. Et tout ça, ça se rajoute à la télévision. Donc, on est dans une culture de l'image, bien sûr. Patricia de Wild, la formation, c'est la clé pour avoir une filière d'excellence française. Il faut assurer la formation. Il faut assurer la formation. Et il y a régulièrement des rencontres justement entre les producteurs, les syndicats de producteurs, les écoles, etc. Et récemment, le constat a été fait qu'il y avait un déficit de formation, de personnes formées, et que l'industrie allait pouvoir employer plus de personnes qu'elle n'en formait. Et donc c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir à l'image, Timto a décidé de créer une école solidaire pour former des animateurs 3D. Parce que le constat a été aussi que ces écoles sont quand même assez chères et qu'elles s'adressent à des publics qui sont déjà concernés par l'animation ou déjà intéressés culturellement par ce secteur. Donc vous avez fait le choix du gratuit, ça c'est important. Voilà. Le choix du gratuit et deux, le choix de la diversité dans le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une école, il faut que vous ayez au moins le bac. Et puis ensuite, il y a des systèmes de recrutement qui sont assez sophistiqués. Alors que vous pouvez très bien être quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, qui n'a aucune éducation et qui, avec la bonne formation, serait tout à fait capable d'avoir un grand succès dans ce domaine. Et donc, c'est partant de ce constat que Timto a décidé de créer une école qui soit gratuite et disponible à des publics n'ayant aucun diplôme préalable. Et cette année, on est en train de lancer le recrutement il y a justement 3 jours, je crois, et c'est la 4e année et c'est un énorme succès. Et les diplômés de notre école travaillent dans l'animation, sont assurés d'avoir un emploi et c'est absolument formidable de voir des gens qui étaient en échec scolaire
devenir des animateurs dans des grands studios. Est-ce qu'on a des talents qui nous viennent d'outre-Atlantique, pardon, Patricia de Wild? Alors, le talent dans le monde de l'animation, c'est justement un talent international. C'est-à-dire que c'est un domaine où on voyage énormément. C'est-à-dire qu'on peut travailler, beaucoup de Français d'ailleurs, et qui sortent de ces grandes écoles, vont travailler aux États-Unis en particulier, mais il y en a aussi au Japon, en Corée, enfin partout dans le monde, au Canada, enfin dans tous les grands pays producteurs du monde, vous allez trouver dans les studios toujours une bonne petite base de représentation française. À l'inverse, chez Timto, mais j'imagine que partout ailleurs, nous avons aussi beaucoup de talents internationaux qui viennent travailler chez nous, qui s'installent parfois ou qui sont de passage. Donc c'est aussi un métier extraordinaire parce que ça permet de voyager et ça permet justement de mitiger les cultures et c'est formidable ça, cette mixité et ce métissage des cultures. Merci Patricia de Wild. J'aimerais vous faire réagir, Roch Lehner, au bandeau, au titre de ce débat, l'animation, un succès à la française. Molang, c'est votre dernier gros succès. Plus de 200 pays connaissent aujourd'hui ce personnage. Est-ce qu'on sait quand on crée un personnage qui va devenir une vedette planétaire ? Non, on ne sait pas, parce que sinon, il n'y aurait que des succès. C'est un peu comme si vous demandiez à un musicien... Est-ce que vous saviez que ce titre allait être un tube ? Fais-moi un tube. Non, on ne sait pas, évidemment. Mais disons que ma question, c'est plutôt, voilà, l'expérience doit servir. L'expérience doit servir. Encore une fois, on travaille sur un registre culturel qui peut plaire aux enfants d'autres pays, bien sûr. On travaille sur un design dont on sait qu'il peut plaire aussi. Puis après ça, c'est un petit peu l'alignement des étoiles. On essaye de structurer le maximum, de maximiser un maximum d'éléments. Et puis voilà, avec un peu d'alignement des étoiles et de chance, ça peut marcher. Ça peut marcher. Enfin, l'histoire ne fait que commencer. Dorothée Lanchier, les zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, comment on invente des personnages qui marchent ? Un peu la même question, mais... Oui. Voilà, est-ce qu'il y a une recherche pareille, c'est ça ? Qu'est-ce qui va marcher peut-être à l'international ? Quelles sont les clés de succès des dessins animés ? Oggy et les cafards, a été créé il y a 22 ans. Je crois que ce qui fait la spécificité de ces projets, que ce soit Zig et Charcot, Oggy et les cafards, c'est vraiment le personnage, la mise en scène cartoon, slapstick, le personnage muet du coup qui voyage à l'international et qui est d'ailleurs vendu dans plus de 150 pays. Voilà, on ne sait pas au début ce qui va fonctionner. En tout cas, ça fait 22 ans que notre Oggy voyage et à travers le monde. Et là, on est en train de produire un spin-off, d'ailleurs, en 3D, une déclinaison d'Oggy pour les préscolaires, dont on attend de voir ce que ça va donner. Et puis, il y a la création originale. Et puis après ça, il y a le travail qu'on fait dessus. Oui. Parce que chez L'Image, il y a un paquet de gens qui travaillent tous les jours sur la promotion et les contenus de Molang. Et je suis bien certain que chez Exilam, c'est la même chose pour Oggy. Oui, chez Exilam, on est en création. Vraiment, on produit. Enfin, on est en création originale de projets. On est moins en prestation, en tout cas peu de prestations. Et c'est un vrai ADN chez Exilam d'être en cette création d'un personnage comme ça. J'ai la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui dans ce débat, donc j'ai envie de vous poser une question. Comment vous interagissez entre vous, entre studios d'animation française, Roch Lehner ? C'est un petit métier. On est une trentaine de studios et puis donc on se connaît bien depuis longtemps. De quelle manière vous échangez ? De quelle manière vous évoluez ? C'est un métier qui est à la fois il y a des choses très, très professionnelles. Il y a des vrais sujets de coordination, de liaison avec les organismes, le CNC principalement, les écoles. Et puis, il y a un syndicat des producteurs d'animation au sein duquel nous nous rassemblons et nous débattons. Mais je dirais que ça Est-ce que la concurrence est rude ? La concurrence est rude, évidemment. Il y a peu de chaînes de télévision et il y a beaucoup de producteurs en rapport du nombre de chaînes de télévision. Mais dans tout cela, c'est un métier qui reste très amical. Les rapports entre les producteurs sont très, très cordiaux. Et le rapport entre tous les gens de l'animation, d'ailleurs, c'est une grande communauté. On se réunit à Annecy une fois par an. Et Annecy, c'est un marché, mais c'est aussi une grande fête de l'animation.
Patricia de Wild, alors comment on fait pour se démarquer finalement je voulais juste rebondir sur ce que dit Roch. Oui, c'est vraiment l'animation, c'est une grande famille et c'est ça qui fait que les gens qui travaillent dans l'animation, ils restent. C'est que c'est un métier très humain et donc le contact, le relationnel sont très importants. Comment on se démarque? C'est-à-dire que par ses créativités, par les sujets qu'on aborde, les histoires qu'on crée, les séries qu'on fait. Il y a aussi, je voulais dire, beaucoup de passages entre les sociétés à tous les niveaux, à la fois au niveau des studios d'animation, parce que les animateurs, comme vous le savez, sont intermittents. Donc, quand ils ont fini une mission dans un studio, si un autre studio les engage, ils vont partir ailleurs. Alors, ça peut, même dans une autre ville, parce qu'il y a quand même quelques gros pôles de production en France qui ne sont pas du tout nécessairement à Paris. Donc il y a aussi ce côté-là du partage et de la collaboration entre les studios. Mais sinon, on se démarque. C'est-à-dire que quand même, je dirais que chaque studio a un peu une petite spécificité. Concernant Timto, je dirais que nous, on se place en général sur un créneau assez haut de gamme. Parce qu'on fabrique en 3D, et puis avec à chaque fois on se met des challenges et de vouloir toujours créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement un studio qui, trouvant une formule, va la répéter. C'est moins ce qui nous intéresse, et donc on est plutôt des défricheurs chez Timto, je dirais. On va rester là-dessus, sur cette notion de challenge, mais donc aussi de partage entre les différents studios d'animation à la française. Merci à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Tech. Roch Lehner, fondateur du studio 1000 Images, Dorothée Lanchier, directrice des opérations chez Xilam Studio, et Patricia de Wild, qui nous accompagnait en visioconférence, directrice marketing et nouveau business chez Timto. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous. On se demande aujourd'hui si le vaccin anti-Covid-19 peut ou pas devenir un bien public. Faut-il libérer les brevets des vaccins pour en produire plus? Face à l'urgence sanitaire, l'idée de s'affranchir des contraintes de la propriété intellectuelle fait son chemin. Est-il possible de faire du vaccin un bien public? Nous allons poser la question à maître Jérémy Cardenas, avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Herald. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau aujourd'hui, de faire de la pédagogie sur un sujet peut-être un peu compliqué. J'aimerais qu'on commence, Jérémy Cardenas, par faire un constat. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui de lever des brevets? Eh bien, effectivement, c'est une question d'actualité. On entend un certain nombre de politiques poser cette question, soulever ce sujet. Et à mon sens, il faut en revenir tout d'abord au droit de brevet. Qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans sur une invention qui répond à un problème technique, qui a un caractère nouveau. L'idée est effectivement de répondre à une problématique qui n'avait pas de réponse préalablement. Et du coup, son titulaire peut bénéficier de ce monopole d'exploitation qui peut s'appliquer en matière médicamenteuse. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur les vaccins. Les vaccins sont bien et bien protégés, c'est ce que vous nous dites, Jérémy Cardenas, par des brevets, on est d'accord? Tout à fait. On peut protéger deux choses. Tout d'abord, la composition, le vaccin en lui-même, la posologie et ses effets, et le procédé de fabrication du vaccin. Donc ce sont deux choses qui peuvent être protégées par le droit de brevet. Et en général, les brevets qui sont déposés par les laboratoires pharmaceutiques protègent tant la composition que le procédé de fabrication. Il y a des innovations en général, tant sur un plan que sur un autre. Et le débat soulevé aujourd'hui, il s'applique à quel justement? Est-ce qu'il s'applique au processus de fabrication ou plutôt à la recette du vaccin? Eh bien, je dirais qu'il s'applique aux deux. Puisqu'effectivement, les laboratoires actuels qui ont mis sur le marché les vaccins efficaces contre la Covid-19 sont titulaires de brevets. Donc, ils sont les seuls à pouvoir les produire. Ils sont autorisés à concéder
une autorisation de fabrication à des tiers par le biais de licences à titre gratuit ou à titre onéreux. Évidemment, le modèle économique fait que la plupart du temps, les licences sont consenties à titre onéreux. Et c'est cela, je dirais, qui pose le débat. Et ce débat s'est posé pendant longtemps. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous dites. L'enjeu financier est aujourd'hui trop important, en effet, pour les laboratoires pharmaceutiques pour véritablement avancer sur ces sujets de libéralisation ou de levée de brevets sur des recettes de vaccins. L'enjeu financier est trop important ? L'enjeu financier est important, et peut-être particulièrement pour certains pays, pour des pays qui n'ont pas les revenus que nous avons dans le cadre de l'Union européenne, que les États-Unis ont. Il y a un problème d'accès aux vaccins et d'accès à certains vaccins qui sont, je dirais, les plus novateurs. Et on pense notamment aux vaccins de Pfizer, aux vaccins de Moderna, dont on a vu que l'efficacité est particulièrement élevée, peut-être par rapport à d'autres vaccins, je dirais, plus traditionnels dans leur technologie. Donc se pose cette question d'accessibilité de tous à ces vaccins et de la protection par le droit de brevet. Et je dirais que c'est un débat qui n'est pas nouveau, puisque la première loi sur les brevets de 1844 en France excluait du champ de protection par le brevet les inventions qui concernaient les médicaments. Les remèdes en étaient exclus et l'idée sous-jacente était qu'il s'agissait d'un bien commun, d'un bien utile à l'humanité. Que se soigner deviendrait donc un bien commun, un bien public. Exactement. Et qu'ainsi, on ne pouvait pas concéder de monopole d'exploitation à une seule entité. 100 ans se sont passés, l'industrie pharmaceutique s'est développée, et il a fallu attendre 100 ans, 1944, pour que le brevet puisse s'appliquer au procédé d'élaboration d'un médicament, et ensuite 1968 et 1978 pour que le produit en lui-même puisse être protégé. Et alors pourquoi cette évolution ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en l'absence de protection par un droit de brevet sur des médicaments, il y avait un problème majeur d'innovation. Qu'il n'y avait pas les investissements nécessaires par l'industrie pharmaceutique, par les laboratoires, et que, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, l'idée de ce bien commun, de cette absence de protection, se retournait contre le public et ne permettait pas cette innovation qui est absolument nécessaire. Jérémy Cárdenas, il nous reste une petite minute. On va parler quand même, j'ai envie de vous poser la question, y a-t-il aujourd'hui des moyens juridiques pour contourner un brevet ? Je sais que la licence d'office serait peut-être une solution. Expliquez-nous. Oui, il y a un mécanisme particulier, comme vous le soulignez, qui s'appelle la licence d'office, qui peut être mise en œuvre dans certains cas très précis. Les cas sont les suivants. Les quantités produites sont insuffisantes, la qualité n'est pas suffisante, elle est médiocre, ou alors les prix sont prohibitifs. Et il y a une dernière condition qui est résiduelle, c'est l'abus de position dominante. En l'état actuel des choses, il ne me semble pas que nous sommes dans ce type de situation. Les prix ont été négociés, et notamment par l'Union européenne. Grâce au volume d'achat, on a pu négocier des prix alors qu'ils ne sont pas tous publics, mais il y a quand même eu cette capacité de négociation, et les capacités de production sont celles qui ont été mises en urgence par les laboratoires pharmaceutiques, et je dirais que ce sont les entités à l'heure actuelle les plus à même de produire ces vaccins, et qu'il serait très difficile pour un État, pour une collectivité publique, quand bien même, en lisant le brevet, on a la recette du médicament, du vaccin, mais il serait très difficile de le produire pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel du secteur. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Jérémy Cárdenas, maître Jérémy Cárdenas, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Hérald. Tout de suite, on parle d'innovation avec Cécilia Sévry. À
quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui. Alors aujourd'hui, on découvre une technologie en faveur de l'inclusion sociale. Oui, imaginez Eva, si on pouvait traduire en temps réel le langage des signes. C'est un objectif ambitieux qui fait l'objet depuis plusieurs années de beaucoup de recherches. C'est un petit peu le Graal de la plupart des chercheurs dans ce domaine-là en particulier. Et pour cause, sans connaissance du langage des signes, il est impossible de communiquer normalement entre signeurs et non-signeurs. Donc il y a un vrai enjeu là-dedans parce qu'il y a un vrai problème d'inclusion des personnes qui ont ce handicap de la surdité. Donc moi, je vous propose aujourd'hui une technologie qui va permettre de traduire en moins d'une seconde le langage de signes grâce à une technologie assez innovante mise au point aux États-Unis. Alors comment ça fonctionne, Cécilia? Dites-nous tout. Alors c'est aussi simple en fait que de porter un gant parce que c'est comme ça que ça se présente. Des chercheurs ont réussi à mettre au point un gant connecté, vous le voyez sur les images. En fait, il est équipé de capteurs filaires et d'un circuit imprimé. Les mouvements de la main vont être enregistrés, les mouvements des doigts comme ça vont être enregistrés par les capteurs et ils vont être transformés en signaux électriques. Et ces signaux électriques, ils vont être envoyés au circuit imprimé qui est à l'intérieur lui aussi du gant et qui va les réceptionner. Ensuite, ce circuit imprimé, il va amplifier les signaux pour être sûr de les avoir bien reçus et surtout pour pouvoir les transférer correctement pour qu'il y ait une traduction. Et comment on obtient une traduction? Mais ça se passe sur l'application qui marche avec ce système. Cette application, elle va se traduire un mot par seconde. Alors pour que ça fonctionne, eh bien, en pratique, 4 signeurs sourds qui utilisent la langue des signes américaine. C'est important que je précise que pour l'instant, ça ne marche, en tout cas dans cette technologie-là, qu'avec la langue des signes américaine. Donc 4 signeurs sourds qui utilisent la langue des signes américaine ont participé à l'entraînement de ce dispositif. Ils ont répété chaque geste de la main 15 fois pour une acquisition totale de 660 modèles de reconnaissance gestuelle. Et grâce donc à cet apprentissage, l'intelligence artificielle qui se trouve dans ce système à l'intérieur de cette application va pouvoir traduire les signaux électriques envoyés par Bluetooth, par le capteur et par le circuit imprimé en moins d'une seconde. Mais dans le langage des signes, Cécilia, le visage compte beaucoup aussi, pas que les mains? Oui, c'est vrai, le visage compte beaucoup. Il y a des gestes qui se rapprochent du visage et puis il y a l'expression faciale. Et donc sur ce point, c'est la prochaine étape des chercheurs en fait. Tout en continuant de développer une technologie viable, ils vont essayer de développer des capteurs pour le visage qui voudraient mettre sous la bouche et au-dessus des sourcils. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ils ont réussi à avancer pour faire quelque chose de discret. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une solution pour lire le langage des signes. Non, c'est vrai, ça fait quelques années. Ça fait quelques années que les recherches avancent, je le disais en introduction. Et puis la technologie aidant, en se développant, on a commencé à avoir des solutions intéressantes, comme en 2016, par exemple, 2 jeunes étudiants, chercheurs, je devrais dire plutôt, de l'Université de Washington, ont mis au point un prototype assez intéressant qui utilise en fait, qui se base sur la même technologie de capteur que notre gant ici présent. Mais ce prototype-là, eh bien, il fallait le connecter non pas à une application, mais à un ordinateur. Donc là, on ajoutait un problème de mobilité. C'est pas vraiment le but pour démocratiser cette solution. Et puis, il y avait un délai un peu moins long aussi de traduction. Ça mettait plus qu'une seconde pour être traduit, même si c'était prometteur. Donc, ça nous montre aussi que la solution de choisir un gant connecté, c'est la solution la plus prometteuse pour démocratiser de façon aussi accessible financièrement, mais aussi de façon utile, facile d'utilisation, une solution qui pourra un jour peut-être s'adapter à toutes les langues des signes et à toutes les personnes dans le monde. Donc il ne reste plus qu'une chose maintenant, si j'ose dire, c'est de trouver une solution pour ces capteurs du visage, parce qu'il faudrait trouver une solution pour les poser sur le visage, pour qu'ils tiennent sur le visage et qu'ils soient surtout discrets. L'idée, ce n'est pas non plus d'être repérés. Et j'imagine que vous reviendrez nous voir pour nous dire si on a trouvé ces capteurs avec pour grand le visage. Plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup Cécilia Sévry. À suivre le lab présenté par vous, Cécilia, le temps de vous changer. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir 4 jeunes pousses d'avenir. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, dans Smart Tech, on parle de ces technologies qui prennent soin de notre santé et de notre bien-être. Je vous dis à demain dans Smart Tech et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée sur Bismart.